il y a une richesse commune et une racine commune. C'est très important de le préciser. Et le panafricanisme, c'est, pour reprendre le terme de Don Helder Camara, dans l'acception qui était la sienne, c'est la théologie de libération ou l'idéologie de libération et d'autodétermination des peuples, entre guillemets, négro-africains, de manière générale. Dans l'émission Le Lamal Show, tu as dit « La couleur de peau n'est pas une opinion politique ». Et je voulais que tu développes un petit peu cette idée-là. Mon combat, déjà je passe la paix à Lamal, c'est mon frangin que j'aime énormément. Ce que j'entendais par là et ce que je pense du plus profond de mon âme, c'est que tout le monde sait que je mène un combat pour mon peuple en priorité et je ne vais jamais le renier. Mais mener un combat pour ses semblables n'empêche pas de comprendre que la justice est transraciale, va au-delà d'une question d'épiderme, va au-delà d'une question de peuple. Tous les peuples de l'humanité sont confrontés à des problèmes sur certains points qui peuvent être similaires, sur d'autres points qui peuvent être divers. Et on peut avoir des gens qui luttent contre l'impérialisme qui sont des plus blancs, et on peut avoir des gens qui luttent en servant l'impérialisme et qui sont les plus noirs. Je prends un exemple simple aujourd'hui. Moi, quand je vois des personnes comme Alassane Dramane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, ou Macky Sall, président du Sénégal, ils sont noirs, comme moi, comme mon pull. Mais leur négritude, leur noirceur ne les range pas du côté des opprimés, ça les range profondément du côté des serviteurs de l'oppression. De l'autre côté, tu vas avoir des gens comme mon ami l'avocat Juan Branco, qui sont blancs. Et dans la blancheur qui est la leur, ce sont des gens qui se battent pour la justice. Profondément, c'est quelque chose d'ancré viscéralement en eux. Donc je ne peux pas ranger le bien d'un côté et le mal de l'autre. Simplement, maintenant, si on doit rentrer dans une dimension beaucoup plus philosophique et métaphysique, il y a une constatation qui est les plus évidentes. C'est que l'Occident, en tant que civilisation, a commis aux quatre coins du monde ce qu'aucune civilisation n'a commis vis-à-vis du reste de l'humanité. Il y a une dimension profondément barbare et violente dans la civilisation occidentale et dans son approche, dans son rapport à l'humanité, dans sa globalité. Ça, c'est important quand même que l'on puisse le dire. Et donc, le bien ne peut pas être circonscrit à une couleur de peau, le mal circonscrit à une couleur de peau, mais cela n'empêche pas de se rappeler de l'histoire, de constater que la civilisation occidentale est quand même porteuse du chaos, aussi bien en sens métaphysique que physique. Il y a certains écrivains qui écrivent que, par exemple, la blanchité, il y a une dimension, avant tout, non pas de la couleur, mais sociale et politique. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qu'être noir ? Est-ce que, politiquement, on peut concevoir une dimension politique dans le fait d'être noir, malgré les croyances et les coutumes qui sont différentes et qui traversent un peu les nations noires ? Alors, comme je le dis, les coutumes sont différentes, souvent, mais elles ont tout un foyer commun en ce qui concerne les populations négro-africaines. C'est quand même très important qu'on le rappelle. Votre question est le plus nécessaire. Je dirais que, et pour reprendre les propos d'un théoricien que j'aimais profondément, paix à son âme, et je salue son fils aussi qui nous regardera sans doute, un ami, Stokely Carmichael Kwame Touré, qui disait que être noir c'est aussi une identité politique, parce que l'Occident a circonscrit des populations, les a incarcérées dans le cadre de leur épiderme. C'est une réalité. Et être noir aujourd'hui, c'est une communauté de vécu, c'est une communauté de destin, c'est une communauté de douleur, c'est une communauté aussi de perspective. Alors maintenant, est-ce que le prolétaire noir du ghetto a la même réalité que le prolétaire noir qui est à l'Assemblée, pas le prolétaire, mais que le bourgeois noir qui est à l'Assemblée nationale ou autre? Dans les brutalités policières, si on vous contrôle dans la voiture, oui, c'est possible. Parce que quand on voit un noir dans une belle voiture, on se dit toujours, on se dit pas c'est quelqu'un qui est un bourgeois ou autre, on se dit c'est peut-être un dealer, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Donc il y a des communautés de destin à l'échelle micro. À l'échelle macro, je dirais que quand vous allez aux quatre coins du monde, et c'est ce que nous faisons par le biais de notre ONG, vous allez voir les aborigènes d'Australie, qui sont des noirs de là-bas. Vous allez voir les Mélanésiens, vous allez voir les Dravidiens en Inde, vous allez voir les Afro-Colombiens en Amérique du Sud ou les Afro-Brésiliens, etc. Et vous allez voir les Africains en Occident et en Afrique. Il y a une communauté de destin qui est indéniable. Et donc, enfermer des gens dans leur seule identité épidermique est, à mon sens, une erreur.
parce que ça ne résume pas tout, mais ça fait partie tout de même d'une problématique qui doit être importante, que l'on doit traiter profondément et avec attention. Le noir des États-Unis, le noir de France, le noir d'Angleterre, le noir d'Europe de manière générale, le noir d'Océanie, le noir du Moyen-Orient, ils sont confrontés à des problèmes d'hostilité vis-à-vis de leur couleur de peau qui existent aujourd'hui dans ce monde. Quand l'écrivaine Rosa Umel Pluribe, afro-colombienne, parlait dans son livre phare, La férocité blanche, qui avait été un best-seller à l'époque, elle parlait de la suprématie caucasienne, de la suprématie du monde blanc. Cela ne signifie pas que tous les prolétaires blancs sont responsables de cela, parce qu'eux-mêmes sont traités comme des nègres par l'élite occidentale. Et ça, c'est important qu'on le dise. Mais il y a un racisme, et je ne le dis pas dans un cadre victimaire, parce que je méprise cela, mais il y a un racisme vis-à-vis des populations mélanodermes aux quatre coins du monde que l'on doit être capable de dire de manière très décomplexée, de manière très simple. Maintenant, moi, je ne pense pas que c'est en mendiant ou en étant dans des histoires d'antiracisme BA, oui, s'il vous plaît, aimez-nous, on va faire du testing à l'entrée de restaurants ou de autres pour... Moi, ça ne m'intéresse pas, cela. Moi, je pense aussi que les populations mélanodermes, les populations noires de manière générale, doivent se prendre en charge, doivent se responsabiliser, doivent se structurer en communauté, doivent tendre la main à ceux qui leur tendent la main, mais doivent surtout comprendre la nécessité de compter sur elles-mêmes. De l'exclusion de peuples par d'autres naît la volonté pour les peuples exclus de se constituer leur propre puissance. Et c'est un petit peu l'essence de mon dernier ouvrage, Philosophie de la panafricanité fondamentale. Il y a quelque chose que vous avez dit voilà, chacun, on va dire, que ce soit des Noirs qui sont issus des minorités de différents pays ou des Noirs en Afrique, etc. Chacun, on va dire, a des enjeux ou des luttes différentes, ou des discriminations, vivent des discriminations parfois différentes. La question que j'aimerais poser, c'est... Mais il y a une communauté de destin commun. Comment on crée du lien, justement, entre des banlieusards, par exemple, qui se disent, voilà, moi je lutte contre la violence policière du fait que je sois noir, ou le prolétaire africain qui est, je sais pas, assujetti au travail imposé par les multinationales, par exemple. Mais j'ai envie de dire que la pieuvre a plusieurs tentacules, mais la pieuvre reste la même. Ceux qui imposent le racisme systémique en Occident vis-à-vis des populations noires dans les ghettos, ou même au-delà des ghettos, parce que c'est pas circonscrit en réalité, comme je disais tout à l'heure, à une dimension uniquement sociale. C'est la même pieuvre qui a d'autres tentacules, qui asphyxie et qui agit dans une démarche de prédation via les multinationales sur le continent africain. On parle de l'oligarchie néolibérale. Et l'oligarchie néolibérale, dont on pourrait parler d'ailleurs du danger de la nocivité vis-à-vis de tous les peuples de l'humanité. Quand tu vois les gilets jaunes qui marchent dehors aujourd'hui, c'est contre cette oligarchie néolibérale qu'ils combattent, avec des problématiques diverses et variées, différentes des nôtres. Quand je parlais tout à l'heure de la communauté de destin, c'est que la population noire que tu vois ici, c'est les fils et filles. Moi, je suis né en France. À la base, et c'est quelque chose qui n'est pas un secret, mon père est un médecin qui a été ruiné très tôt à son commencement parce qu'il a ouvert un cabinet dans des patelins à l'époque où, comme dirait l'autre, les négros n'étaient pas à la mode, si je dois employer ce terme, qui a mis des années avant de pouvoir rembourser ce qu'il avait pu obtenir en termes de crédit. Quand mes parents ont vécu un moment de leur vie éloignée, j'ai été élevé par ma mère, je suis arrivé en région parisienne avec ma mère seule. Très tôt, j'ai été livré à moi-même. Quand j'ai été mis dehors, beaucoup de gens te disent j'ai vécu dehors. J'ai connu le dehors plus que beaucoup de gens. Donc socialement, l'exclusion sur le terrain à la fois ethnique, sur le terrain social et sur un certain nombre de points, je l'ai connu. Je suis rentré après en Afrique. Et en rentrant en Afrique, j'ai été confronté à des réalités différentes parce que l'exclusion sociale, l'oppression sociale est bien plus violente en Afrique qu'elle l'est évidemment, ce qu'on appelle les ghettos ici, c'est les 3 étoiles, les 5 étoiles pour les vrais ghettos en Afrique. Tu comprends? Sauf qu'en Afrique, je comprends aussi que ceux qui sont les prédateurs, ils ont le visage noir comme moi. Donc ça te montre la complexité, en réalité, de la question de l'oppression qui touche nos populations, et ça te fait comprendre aussi que la dynamique de prédation économique est quelque chose qui doit être pris en considération. Mais c'est cette prédation économique qui est aussi la racine de l'exclusion de nos populations ici. C'est très important de le dire. Tu as dit que tu as connu l'exclusion en France. T'es venu, ça fait combien de temps que t'es en Afrique? Je suis rentré en Afrique maintenant il y a 12 ans. Il y a 12 ans.
Alors, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que c'est cette exclusion, quelque part, cette frustration qui a créé ta conscience politique? Et la deuxième question, c'est, après moi j'observe, et c'est un avis tout à fait subjectif, sur différentes personnes qui ont vécu des frustrations tout à fait légitimes et qui en font une lutte, mais que parfois je ressens dans leur réflexion que leur frustration dépasse leur lutte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends très bien. Ils se font. Alors dans ce cas, c'est plus une lutte, c'est une thérapie qu'ils font. C'est une question très importante que tu poses. Moi, je pense que, quand je te disais tout à l'heure de l'exclusion d'un homme par un homme, mais la volonté pour l'homme exclu de se constituer sa propre puissance, c'est un phénomène humain. Celui qui a été victime d'injustice a une obsession pour rétablir l'équilibre. Et pour que cette justice puisse être établie maintenant, il y a la question de est-ce que tu te laisses bouffer par l'injustice que tu as vécue et donc tu n'es plus dans une quête de justice, mais dans une logique de vengeance. Et dans ce cadre-là, tu es dans une optique essentialiste aveuglante, où tu réussis à sublimer ta douleur et en réalité conjuguer celle-ci avec la volonté d'équité et de justice en n'appliquant pas ce que toi tu as vécu vis-à-vis des autres, en étant dans une dynamique essentialiste comme ceux qui t'oppressent l'ont été vis-à-vis de toi. Et c'est là où le débat véritablement se crée. Tous ceux qui m'ont vu commencer au départ m'ont vu commencer dans une dynamique beaucoup plus violente. J'ai commencé l'activisme politique il y a maintenant 41 ans, j'avais 19 ans. C'est important qu'on le dise. On m'a connu médiatiquement en France, j'étais beaucoup moins connu qu'aujourd'hui, mais on m'a connu médiatiquement en France, j'avais 23 ans, 24 ans, dans une dynamique beaucoup plus réactionnaire, beaucoup plus en adéquation avec l'âge qui était le mien, où j'avais des connaissances déjà, je pense, qui étaient sur certains points avancés, mais il y avait la colère de la jeunesse, il y avait une volonté de vous m'essentialiser. Et pour notre couleur de peau, on va vous rejeter aussi de la même façon, le boomerang. Puis après, le temps passe, les voyages se multiplient, la rencontre des divers peuples se multiplie. Je peux dire aujourd'hui en toute simplicité que j'ai voyagé aux 4 coins du monde et qu'on continue à le faire par le biais de notre organisation, notre ONG, l'Urgence panafricaniste. Et cela me permet de rappeler que la problématique de l'impérialisme n'est pas circonscrite à une seule couleur. Et la problématique des opprimés n'est pas circonscrite non plus à une seule couleur. Maintenant, moi, j'ai choisi, de par ma vie, de par mon vécu, de porter en priorité la question qui touche mes semblables et ma population. Mais en faisant cela, puisque la population africaine et plus globalement les Noirs, de manière générale, sont considérés un petit peu comme les paillassons de l'humanité par l'oligarchie occidentale, si le paillasson se lève, la table qui était assise sur le tapis, le paillasson, va être renversée. Et donc ça va bénéficier à tous les opprimés du monde. Toi, je ne suis pas censé parler peut-être de tes origines, mais t'es tatar. Les tatars sont considérés comme des noirs en Russie, ce sont les nègres de Russie. Donc l'ostracisation, l'ostracisme, c'est le philosophe Grégoire Biogo, mon formateur en philosophie, qui en parlait, mais l'ostracisme, c'est quelque chose qui touche tous les peuples de l'humanité. Et donc sublimer sa douleur et en faire une quête de justice, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Et je pense que j'ai atteint ce stade depuis déjà très longtemps. Sinon, je ne m'allierais pas à différents peuples autres que les Africains contre un adversaire commun qui est l'oligarchie néolibérale. Cet idéal de souveraineté, comment est-ce qu'on le construit en sachant que déjà le découpage de l'Afrique est un fait occidental. Totalement. Et finalement, ce découpage a cristallisé et ancré des identités et des cultures où des gens qui étaient, je sais pas, le Sénégal et le Mali par exemple, ils se sentent différents, alors que si on regarde historiquement, il y a peut-être quelques rapprochements à faire. C'est des questions très importantes que tu poses. Et bon, pour en parler, je suis béninois de nationalité, né en France, donc j'ai grandi, j'ai vécu 29 ans de ma vie en France, donc français aussi, quoi que j'en dise. J'étais au Nigeria récemment et je vais y retourner. Le Nigeria et le Bénin, officiellement aujourd'hui, ce sont des espaces différents. Pourtant, ceux qui connaissent l'histoire savent qu'une grande partie du Nigeria et du Bénin étaient à la base le même pays, c'est le même peuple. J'ai une partie de ma famille qui est au Nigeria, j'ai une partie de ma famille qui est au Bénin, et c'est valable pour tout le monde, donc en Afrique. Donc, il est évident que quand je parle de souveraineté, je ne m'appuie pas sur les frontières qui ont été conçues à la conférence de Berlin en 1884 et 1885. C'est une souveraineté qui doit être redéfinie. Mon logiciel et ma réflexion est de dire que ce n'est pas tant les espaces définis par la conférence de Berlin qui doivent être entendus, écoutés et respectés,
mais c'est l'homogénéité culturelle, c'est-à-dire qu'il y a des groupes ethniques qui ont leur réalité, qui ont leur spécificité. Tout à l'heure, je te parlais du royaume Congo. On ne va pas se lever un jour aujourd'hui et effacer la réalité historique de ce royaume. On ne va pas se lever aujourd'hui et effacer la réalité historique de l'ancien royaume, l'ancien empire du Mali. C'est pas possible. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comprendre que ces différents espaces ont, comme l'expliquait Cheikh Anta Diop et comme je l'explique dans mon livre Philosophie de la panafricanité fondamentale, ont des points communs, ont des racines communes. Il y a une unité métaphysique de nos peuples, réelle dans leur conception, dans leur architecture même spirituelle en tant que telle et traditionnelle. Et on doit être capable d'additionner ces diverses mosaïques pour rentrer dans le cadre de l'État fédéral. Tu vas aux États-Unis, le Wisconsin, c'est pas la Californie. Tu vois ce que je veux dire? Mais cette addition d'États fédéraux crée les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce qui est valable, alors j'ai pas envie de leur ressembler sur plein de points, mais sur ça c'est intéressant. Pourquoi ce qui est valable pour eux ne serait pas pour nous? Pourquoi il n'y aurait pas une addition de, par exemple, le Royaume du Congo, l'Empire du Mali, le Dahomey, etc., l'Éthiopie et tout ce qui s'ensuit qui pourrait se constituer en respectant les homogénéités ethniques, en respectant les réalités ethniques. Parce que c'est quelque chose chez nous qui est important. Ethnie, c'est famille. Les familles ont un sens. Moi, je crois profondément. Je crois en cette diversité ethnique de l'Afrique. Mais je crois que cette diversité n'est rien d'autre que la multiplicité des branches avec un tronc commun. Et la puissance d'un arbre, c'est d'avoir plein de branches avec plein de fruits, mais un tronc commun et une racine commune. C'est la vision qui est la nôtre. Et c'est ce que j'essaie de développer dans mon ouvrage. Dans tes discours et dans tes livres, tu parles, en tout cas t'aspires à un monde multipolaire. Moi, la question que j'aimerais te poser en prenant un exemple actuel, c'est que, par exemple, quand je regarde le conflit en Ukraine, je me rends compte que finalement, la voix qui compte, on va dire, ce sont la voix, politiquement je parle, c'est la voix des grandes nations, entre guillemets. Ce qu'on entend par grandes nations, c'est les nations occidentales, la Chine, la Russie. La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que pour augmenter quelque part l'influence des pays africains, donner des avis, des positions, et que la Russie mette ça en exergue, sachant les alliances qu'elle a à proximité, ça pourrait donner plus de poids à ces nations-là et de peser finalement dans l'échiquier international. Moi, tout d'abord, je pense qu'il est important qu'on rappelle un élément des plus vitaux pour la compréhension du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je ne vais pas passer mon temps dans l'interview à parler du conflit Russie-Ukraine, mais je pense que c'est quand même important que j'en parle une minute ou deux pour qu'on comprenne la réalité de notre rôle et la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui, quelles que soient nos couleurs de peau. C'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ceux qui te disent ça n'ont pas compris ce qui se passe. C'est une guerre contre l'Occident et la montée du monde multipolaire. C'est une guerre contre l'Occident et ceux qui refusent l'hégémonie de l'Occident. Zelensky, youtubeur, humoriste, oligarque, parce qu'il était bien engraissé par les réseaux Soros et autres depuis très longtemps, a été placé à la tête de l'Ukraine pour être le proxy numéro 1 qui déstabiliserait un pays qui dérange aujourd'hui dans sa gestion de la géostratégie, qui dérange profondément l'OTAN et donc l'Occident. Ce qu'on appelle les grandes nations, les nations occidentales qui sont enrichies sur le dos de l'esclavage et de la colonisation. On peut le dire aussi très simplement comme ça. Poutine réagit, certains diront surréagit, et ça donne la guerre en Ukraine. Mais c'est comme si moi je viens, je te lance des pierres, je te provoque, je suis devant ta maison, je dis, je peux dire des trucs vulgaires, je dis mais je vais te niquer ta mère, je te dis, je vais te briser les os, je vais te boire ton sang, je t'insulte, je brûle ton jardin, je fais n'importe quoi devant. Et un jour, toi, tu restes pendant des années calme, tu dis attention, un jour je vais réagir, ça va être bizarre. Et finalement, tu réagis, et c'est une guerre démesurée. Maintenant, moi, j'appelle derrière moi toutes les nations occidentales, qui étaient celles qui me motivaient en réalité à t'insulter. Est-ce que c'est une guerre de toi contre moi ou c'est une guerre de toi contre ceux qui me back up? C'est ça la vraie question. Essayez de le dire dans un langage que tout le monde comprenne. C'est ça la vraie question. Et donc, partant de ce principe-là,
Il s'agit pas d'être de pom-pom girl, ouais, t'es pour les uns, pour les autres. Moi, je vais être très clair, je sais très bien qu'il y a du racisme en Russie. Personne ne va me faire dire le contraire. C'est pas un pays facile, et c'est pas un pays où j'irai vivre longtemps. J'aime bien aller à Moscou, parfois quand j'ai des conférences, etc., tout ce qui s'ensuit, bien évidemment, ou quand je discute avec les autorités russes, comme quand je discute avec les autorités turques, ou iraniennes, ou cubaines, etc., bien sûr. C'est une très belle ville. Mais je ne confonds pas mon statut de leader d'opinion africain, qui est apprécié à cause de son influence en Afrique, avec le traitement de mes frères, qui vivent parfois des grandes difficultés là-bas à Moscou. Il faut qu'on soit capable de le dire. Ou même les Tatars, qui est originaire de ce peuple-là, la vie des Tatars en Russie, elle est très loin d'être simple. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Donc il ne s'agit pas de oui, les gens c'est les anges, les autres c'est des méchants, etc. Non, ça, ce serait du bullshit. La vraie question, c'est, il y a une guerre des mondes. Et dans cette guerre des mondes, la vraie question, c'est plus le capitalisme contre le communisme, c'est une guerre à la fois physique et c'est une guerre à la fois métaphysique. C'est la guerre du modernisme contre la guerre du monde traditionnel. Le monde moderne dégénéré, le monde progressiste avec ses valeurs qu'ils veulent imposer aux quatre coins de l'humanité comme si c'était leur, qui devait être imposé à tout le monde, contre des peuples enracinés dans leur tradition, dans leur orthodoxie, et qui disent que eux, ils ont leur façon de voir le monde. C'est cette guerre-là qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Et si on ne comprend pas cela, on ne comprendra pas la direction que tout est en train de ce que le monde est en train de prendre. On est obligé de comprendre cela. C'est plus capitaliste contre communiste, c'est globaliste, progressiste, moderniste contre le bloc traditionnel. Et c'est pour ça que tu vas avoir des peuples qui sont très différents. J'explique ça en profondeur dans l'ouvrage, mais qui ont un objectif commun, les Chinois, les Russes, les Iraniens, et nous-mêmes qui représentons dans le cas de la société civile, mais ce bloc un petit peu panafricaniste, ce bloc qui défend son identité, il ne faut pas croire que ce soit un hasard ce qui se passe là. Et de la même façon que nous luttons contre l'armée française, nous mobilisons les gens contre les bases militaires françaises en Afrique, ce n'est pas simplement contre le gouvernement français que nous luttons. C'est contre l'occidentalisation du monde qui nous est imposée. C'est une ultime décolonisation qui est en train de se faire. Il y a eu l'effondrement du mur de Berlin. La guerre qu'il y a là, c'est un nouveau mur qui est en train de pencher dans une direction ou dans une autre. Et si les gens ne comprennent pas cela et pensent que c'est simplement une guerre du méchant russe contre le méchant, on n'aura rien compris. Il ne s'agit pas d'être des pom-pom girls des Russes. Les Russes ne sont les messies de personne. Et les Russes ont aussi beaucoup de problèmes qu'il faudra qu'ils règlent. Et que je leur dis toujours, ne pensez pas qu'il y a des gens en Afrique qui prennent dans les manifestations des drapeaux Russie. Ça, je dis que c'est la plus grosse erreur. Jamais de la vie, tu me verras tenir un drapeau Russie, où Poutine jamais de la vie. Poutine ne sera jamais le messie des Africains. Jamais. Mais cette guerre-là est une guerre qui nous préoccupe tous. Et qui nous concerne tous. Alors, quand tu parlais de blocs, etc., moi, ça me rappelle deux théories, ou en tout cas deux visions, et je voulais savoir si ta pensée se rapproche de ces deux théories. La première, c'est Samuel Huntington. C'est sûr, tu aimes parler de Samuel Huntington. J'ai plus le nom du livre, mais en gros, il parle d'un conflit le choc des civilisations. Et le deuxième, c'est peut-être un peu plus métaphysique, c'est la crise du monde moderne de René Guénon. Ah, mais là, tu parles de beaucoup de mes lectures. On est en plein dedans. Et dans cet ouvrage-là, sauf que je développe ça dans une acception africaine, mais c'est exactement de cela dont je parle. On est aujourd'hui, et c'est ça l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils combattent politiquement sans comprendre que tu ne peux pas comprendre la réalité politique sans comprendre la réalité métaphysique. Parce qu'il n'y a aucune réalité matérielle sans la dimension immatérielle qui engendre la réalité matérielle. L'Occident, au sens physique, est une civilisation, je l'ai dit tout à l'heure, de la barbarie. Une civilisation qui est capable d'aller génocider les Indiens, d'aller esclavagiser des centaines de millions d'Africains, qui est capable d'aller assujettir les populations aborigènes d'Australie, de Mélanésie, qui est capable d'assujettir dans différentes autres régions du monde les populations sombres à la peau sombre. C'est une civilisation du sang sur le terrain physique, mais sur le terrain métaphysique, quand tu étudies l'Occident, et ça, un blanc, comme René Guénon le dit, l'Occident signifie le chaos, signifie la chute, signifie la perte de spiritualité. Et nous le voyons. Si nous sommes dans une civilisation, l'Occident,
où il y a les records d'athéisme, les records de désacralisation des choses, manifestés, matérialisés, illustrés par des Charlie Hebdo, qui ne respectent rien de la sacralité. C'est une civilisation de la décadence. C'est une civilisation où on autorise les hommes à tomber enceintes. C'est-à-dire que Dieu crée quelque chose, mais cette civilisation s'excite à systématiquement faire des choses qui sont opposées aux lois de la nature. Et ils appellent ça le progressisme. Donc, nous sommes en Occident, ici, là, où nous tournons cette interview, nous sommes dans une civilisation qui promeut le chaos, promeut l'éloignement des règles initiales, des règles traditionnelles, des règles primordiales. Et la contestation qu'il y a vis-à-vis de l'Occident est à la fois politique, mais est profondément dans une acception métaphysique. Le combat que nous menons, nous, contre l'Occident, est profondément métaphysique. Parce que, tu vois, l'Occident a tendance à... Ce qui est traditionnel, le mot qu'ils emploient, c'est obsolète. Oh, ça c'est vieillot, c'est obsolète. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est nouveau. Mais parce que le peuple récipiendaire de ce modernisme, ou je dirais même plus loin, le peuple matriciel de ce modernisme, est un peuple récent à l'échelle de l'humanité. Et parce que c'est un peuple récent à l'échelle de l'humanité, c'est comme un nouveau-né, tout ce qu'il va découvrir est nouveau. Et il y aura de la valeur que ce qu'il découvre. Ce qui est ancien ne le préoccupe pas. Ce qui compte, c'est ce qui est nouveau. Et c'est pour ça que la civilisation occidentale va dire, quand elle arrive en Amérique, excusez-moi, elle va dire c'est le nouveau monde. Mais c'était le nouveau pour cette civilisation occidentale. Mais il y avait déjà des gens qui étaient là. Et comme l'explique Ivan van Sertima, dont nous étions là avant Christophe Colomb, il dit, mais Christophe Colomb découvre un nouveau monde pour lui. Il y avait des populations qui étaient là depuis très longtemps déjà là-bas. Amérindiennes dont on parle, mais africaines aussi. J'encourage tout le monde à lire Ivan van Sertima, c'est très intéressant. Et l'erreur que les gens font, c'est de circonscrire la réalité de l'Orient à uniquement le monde arabe, etc. Dans l'Orient, il y a la dimension du cachet. Il y a la dimension de l'ésotérisme, il y a le Proche et le Moyen-Orient. Et ce que l'on appelle aujourd'hui l'Égypte, ce que certains appelaient auparavant Kemet, le berceau égypto-nubien était ce Proche-Orient-là. Et était une boussole de cet Orient, de cette sacralité, de ce cachet, de ce sacré qui par la suite s'est étendu dans différentes couches du continent africain. Donc l'Orient n'est pas géographique, c'est aussi métaphysique. Tout comme l'Occident n'est pas géographique, c'est aussi métaphysique. Quand je vais à Abidjan, mon frère, il y a des endroits où je vois, je peux te dire que c'est l'Occident. Quand tu vas à Dubaï, frère, c'est pas l'Orient, c'est l'Occident. Et les influenceuses qui vont à Dubaï, là, elles savent que c'est l'Occident. Voilà. C'est à la fois physique, mais c'est profondément métaphysique. Tu as employé le mot spiritualité. Moi, la question que j'aimerais te poser, déjà, moi, j'ai l'impression, en te lisant, en regardant tes interviews, etc., que, je sais pas quel terme employer, hein, mais Dieu ou spiritualité ou religion ou autre, ça fait partie... c'est quelque chose de central, on va dire, dans ta réflexion politique. Et la deuxième sous-question, c'est... qu'est-ce que ce mot spiritualité comprend? Dans le sens où j'ai l'impression, en tout cas moi c'est un mot personnellement que je valorisais pendant des années, mais en fait après je me suis rendu compte que c'était pour cacher quelque part mon appartenance à une certaine religiosité, donc aujourd'hui, et que finalement d'un côté spiritualité, je savais plus trop exactement ce que ça voulait dire, et qu'après au final je me suis dit ah ouais, en fait spiritualité, en écoutant la définition des gens, je me suis dit ah, on dirait c'est du yoga, tu vois, alors que c'est pas. Donc je me dis est-ce que c'est pas mauvais le yoga. C'est pas mauvais, mais ce que je veux dire c'est que c'est là où j'ai eu cette réflexion, je me dis ok, quand on parle de religion, il faut que je resitue ce mot-là et que je dis c'est religion, c'est pas spiritualité, parce que le mot qu'on entend, qui résonne dans la société, dans ma société, c'est-à-dire société occidentale, il dit autre chose, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est une question à plusieurs portes d'entrée, qui nécessitera donc une réponse, à mon sens, structurée, et je vais essayer d'être le plus synthétique, même si ça va pas être facile. Déjà, tu as employé le terme religion, spiritualité. Je te disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de combat physique sans réalité métaphysique. Tout ce que je fais est la résultante de quelque chose, et il faut avoir l'humilité de reconnaître. Quand Nietzsche disait Dieu est mort, mais quand Nietzsche est mort, Dieu était toujours vivant. Il y a une seule entité qui contrôle le monde, qui contrôle l'univers. Si on ne le respecte pas, il nous rappellera toujours qui est le patron. Ça, c'est très important de le dire.
La deuxième chose, c'est que moi, je suis issu d'un peuple d'ancestralité. Et chez nous, la dimension du temps n'est pas la même que dans la civilisation occidentale. Pour la civilisation occidentale, et tu vas comprendre pourquoi je parle de cela, plus le temps passe, plus tu progresses. Par le biais du développement matériel, puisque eux, leur réalité, c'est l'obsession de l'accumulation de biens matériels. Par le biais de développement technique, etc. Pour nous, la perfection, c'est le commencement. Parce que le commencement, c'était ceux qui étaient les plus proches de Dieu. Des règles de Dieu. Qui étaient les plus en harmonie avec Dieu. C'est pour ça qu'on parlait de... Chez nous, par exemple, en Afrique, on parle de Zep Tepi, qui signifie les premiers temps, l'âge d'or. À Kama, dans le berceau égypto-nubien, on parle de cela. Et on retrouve cela dans diverses déclinaisons au sein des différentes populations négro-africaines. Mais pour l'Occident, le commencement, c'est la barbarie. Parce que les débuts, peut-être dans les steppes caucasiennes, étaient difficiles dans un environnement qui n'était pas des plus favorables. Très important ce que je dis. Et celui qui est privé de tout dans l'acception matérielle aura pour obsession, plus le temps passe, de développer une réalité matérielle dans laquelle il sera des plus à l'aise. Entends bien. Là où celui qui est né dans un environnement sur le terrain matériel favorable aura beaucoup plus de faculté à développer un rapport à l'immatériel profond. Ce que certains vont appeler l'animisme, ce que certains vont appeler l'ésotérisme maladif, etc., etc. Donc ce sont des réalités déjà sur le terrain conceptuel différentes. Tu as parlé tout à l'heure de religion et de spiritualité. Spiritualité, spiritus, esprit. L'esprit suprême, c'est le créateur, c'est le seigneur des mondes, c'est le seigneur de l'univers, celui qui n'engendre pas et qui n'a pas été engendré. Religion vient de religiare, qui signifie relier. Pourquoi relier? Parce qu'au commencement de l'humanité, nous étions un peuple d'esprit, on n'avait pas besoin de livres, on était en harmonie avec les règles de Dieu. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, dans la perception occidentale, ils disent que c'est le progrès. Mais dans la réalité spirituelle, plus le temps passe, plus tu te perds, plus la tradition initiale primordiale se délite. Et donc, c'est comme si Dieu, par sa miséricorde, il aime tellement l'humanité qu'il envoie des cordes pour rattacher les gens qui se sont perdus, qui avaient le fonctionnement initial, la tradition primordiale, initiale, mais qui ont fini par l'oublier, et donc on renvoie des éléments. Les oiseaux, ils n'ont pas de livre pour prier. Les poissons, ils n'ont pas de livre pour prier. La prière du poisson, c'est de nager. La prière de l'oiseau, c'est de voler. Dans ma conception, dans notre conception négro-africaine, pourquoi l'aspect spirituel a beaucoup plus d'importance, et même ceux qui sont dans les religions dites révélées ou abrahamiques sont dans cette dimension beaucoup plus soufie. Pour je parle par exemple des mourides ou des tidianes, ou les Éthiopiens, les orthodoxes éthiopiens, ils vont, même s'ils sont dans ces religions-là, ils seront toujours dans une dimension ésotérique. Mais au-delà de ces réalités-là, la majorité de la population, moi je viens d'un pays où le vaudoun, qui est caricaturé en Occident, parce que évidemment ce que l'Occident ne maîtrise pas, il va le diaboliser. Mais dans notre conception à nous, l'invisible, le créateur, il a son gouvernement métaphysique, que nous on appelle ancêtres, les ancêtres primordiaux. Au Bénin, on va appeler les vaudousa. Les vaudousa, que ailleurs dans le culte buti, on appellera autrement, que comment dirais-je, les Yoruba vont appeler les orishas, etc. Et tous ont cette réalité qui est qu'il y a un créateur suprême et il a son gouvernement métaphysique. C'est notre dimension. Vous allez appeler ça, ouais, eux ils aiment les esprits. Mais ces esprits, c'est le même message. C'est la même racine. Et c'est les gens qui veulent créer des divisions pour des questions de pouvoir. Mais notre peuple est profondément comme cela. Et moi, je réagis, j'agis toujours en conformité avec ce gouvernement métaphysique du Créateur. C'est-à-dire que j'essaye, ça ne veut pas dire que je suis parfait, je fais plein d'erreurs. Je peux être dans les foutaises, dans ma mentalité, parfois je suis plus proche d'un Tupac que d'un gardien de tradition initiale, il faut qu'on soit clair aussi. Mais, et je l'assume complètement, ce gouvernement métaphysique que les Africains appellent les ancêtres, c'est pas juste parce que quelqu'un est plus vieux que moi, si Blaise Compaoré meurt demain.
dans 10 ans, 20 ans, on va pas commencer à prier Blaise Compaoré en disant « Oh, c'est un ancêtre ». Ça n'a rien à voir avec ça. On parle des ancêtres primordiaux. Parce que toi, dans ta conception, tu vas appeler les anges du gouvernement originel du Créateur. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une correspondance. Fridtjof Schuon, auteur métaphysicien, parlait de l'unité fondamentale des spiritualités et des religions. Tu lis beaucoup de Sophie, hein? Et je lis surtout beaucoup de métaphysique. Et dans cette métaphysique-là, je lis des gens qui vont être des vaudous, je peux lire des gens qui sont dans le bouddhisme, je vais lire des gens qui sont dans le soufisme, je vais lire des gens qui sont dans l'orthodoxie chrétienne. Je lis partout. Tu me demandais ce que je suis, je me considère comme profondément métaphysique et métaphysicien. En ce sens-là, et cet ouvrage-là est un ouvrage de métaphysique dans la conception africaine, profondément, mais qui relie la métaphysique à la politique. C'est ça la dimension qui est la mienne. Dans une interview accordée à Think Your View, tu disais « Rentrer en Afrique m'a permis d'avoir plus de distance critique sur la question des confrontations entre identités et de beaucoup plus analyser la problématique des classes. » Qu'est-ce qui a changé? Comment tu as agencé ta pensée? Et quelle est la réalité que tu découvres en termes de classe, si je comprends bien, en Afrique? Quand tu vis en Occident, tu es traité en fonction de ta couleur de peau. Moi, je t'ai dit que mon père est un médecin qui a été ruiné très tôt, qui a remonté la pente longtemps après, mais médecin quand même. Ma mère autodidacte, qui par la suite, après femme de ménage, qui après en a bavé, et qui a fini par faire auxiliaire des puériculture, après elle a fait le concours d'infirmière, etc., etc. Mais mes parents donc ne sont pas des gens bêtes, ils ne sont pas des gens non éduqués. Enfin, on peut ne pas faire des études et être très intelligent, ce n'est pas la question. Mais j'ai toujours été traité comme un citoyen de seconde zone, par ma couleur de peau. Aujourd'hui, c'est à la mode de parler des contrôles au faciès ou de la brutalité policière. Mais nous, on a vécu la brutalité policière, il n'y avait pas les réseaux sociaux. La négrophobie que j'ai connue en province ou en arrivant en région parisienne a été des plus violentes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on ne me jugeait pas sur mon rapport social, on me jugeait sur ma couleur de peau. Sur ma réalité sociale, on me jugeait sur ma couleur de peau. Et de la même façon, quand je suis arrivé en Afrique, j'ai été confronté à des réalités que je ne pouvais pas nier. Qui était qu'il y avait une minorité qui se gavait, elle était noire cette minorité, et il y avait une majorité qui vivait en dessous du seuil de pauvreté. On est dans des pays où aujourd'hui les gens vivent avec moins de 100 à 150 euros par mois. Est-ce que c'est normal? Donc, je ne peux pas être aveugle à la réalité des différences de classe sociale quand j'arrive en Afrique, sous prétexte que je me bats aussi pour la défense des populations noires aux quatre coins du monde. En Afrique, j'étais obligé de m'imprégner de la réalité des différences de classe sociale, parce que c'est trop grand. Tu vas avoir des gens qui ont des maisons que même en Europe, même les présidents n'en ont pas, qui quand ils sont riches, c'est une richesse qui te donne envie, qui te donne des pulsions meurtrières même. Et tu vois d'autres personnes qui s'accotoient des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui sont des serfs, qui sont des esclaves. Et ça te rappelle que le capitalisme est la racine de l'esclavage. Ça ne fait pas de moi un communiste ou quoi que ce soit, etc. Mais ça fait de moi quelqu'un qui analyse la réalité sociale. Et je pense que, d'ailleurs c'est ce que j'explique dans mon ouvrage, moi je conceptualise ce que l'on appelle l'alodo. L'alodo dans ma langue en fondé, ça veut dire l'entraide. Moi je crois en un solidarisme endogène. On n'a pas attendu Karl Marx et sa longue barbe pour connaître la réalité des classes, de l'unité et des différences de classe sociale et de la nécessité de la solidarité, insérée et enracinée dans la dynamique de la tradition. Et donc, d'ailleurs c'est par hasard, aujourd'hui mon organisation travaille avec le Parti communiste béninois. C'est le parti dont je me sens le plus proche. Et si dans le cadre de prochaines échéances politiques institutionnelles dans les années à venir, on doit agir, le Parti communiste ne sera pas loin de notre réalité, parce que c'est dans le logiciel, même si on peut avoir des nuances et des différences, mais c'est politiquement la structure dont je me sens le plus proche. Je ne peux pas faire semblant que les différences sociales sont les plus criantes. Et Frantz Fanon disait qu'il arrivera un moment où le colon blanc partira, mais sera remplacé par le colon noir. Et le prédateur sur le terrain capitaliste sera noir de peau. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les oppresseurs de nos peuples en Afrique sont noirs. Ils agissent en concubinage incestueux avec l'oligarchie néolibérale blanche, mais ils sont noirs, frère. Il faut qu'on soit capable de le dire avec une grande simplicité. Donc,
En Occident, je suis obligé d'être sensible à la discrimination raciale qui touche mon peuple, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, ou même au Moyen-Orient, quand ça touche les populations, ou en Asie, bien évidemment. Mais je ne nie pas, et je ne pourrai jamais nier, puisque j'y vis en Afrique. J'y suis 70% de mon temps, c'est en Afrique que je vis, tout le temps. Je ne peux pas nier qu'aujourd'hui, il y a des oligarchies noires qui sont le plus grand problème de notre peuple. Et il y a un adage qui dit qu'une civilisation, je ne le répéterai jamais assez, il y en a qui disent KS, tu le répètes trop, je ne le répéterai jamais assez. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et c'est cette élite-là corrompue qui est le véritable problème. Tu dis que le capitalisme est la racine de l'esclavage. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que le capitalisme, d'un point de vue économique, ne connaît pas le racisme? Tu sais, dans la vie, il y a la surface et il y a le fond, toujours. La plus belle illustration du propos que tu énonces, c'est Black Lives Matter, qui est la plus grande fraude du siècle. Dans Black Lives Matter, c'était même pas un mouvement, à la base c'est 3 sœurs que j'aime, pour lesquelles j'ai de l'amour. Elles ont lancé un hashtag. Après, le problème c'est que l'élite néolibérale flaire toujours le bon coup et finit toujours par récupérer certaines choses et les pousser dans une dimension qui n'était pas celle forcément en adéquation avec la douleur exprimée au départ. C'est comme les gens qui mettent les t-shirts de Che Guevara aujourd'hui, ça récupère toujours alors que c'était ce qu'ils combattaient quand le Che était vivant. Black Lives Matter, aujourd'hui tu as Coca-Cola, tu as Nike, tu as toutes les marques qui exploitent, qui sont des esclavagistes modernes, qui ont big up ce concept, qui ont big up Black Lives Matter et qui ont encouragé les nôtres aussi à être dans cette dimension de mendicité. C'est un autre sujet, on aura l'occasion d'y revenir peut-être. En disant oui, nos vies noires comptent. Rappelez-vous que nos vies noires comptent, comme si c'est en disant ça que les gens allaient arrêter de nous shooter. Vous avez remarqué que ça n'a pas diminué. Et que les George Floyd et autres, c'est quelque chose qui ne s'arrêtera, de toute façon en Occident, je le pense profondément, jamais. Moi, c'est mon point de vue dessus, j'ai un regard très lucide sur cette réalité. C'est parce que c'est consubstantiel à la dimension métaphysique et physique occidentale. Le chaos, le meurtre, tuer l'origine dans une dimension freudienne, tuer le père pour pouvoir exister. On peut aller très loin dans cette réalité, mais c'est ce que je pense. Black Lives Matter a été financé par toutes les multinationales occidentales, qui sont elles-mêmes les symboles de la servitude, de la chosification de l'homme, de l'exploitation de l'homme. Les chaussures Nike, elles sont construites où, etc., etc., etc. On n'est pas en train de faire l'abbé Pierre en disant on est parfait, c'est pas ça. Il faut qu'on puisse constater quand même derrière. Toutes ces marques-là ont soutenu Black Lives Matter parce qu'il y avait aussi ce côté, en soutenant en surface, soi-disant la souffrance noire, ça leur permet de détourner l'attention par rapport à l'exploitation qu'ils font. En masse, les travailleurs qu'ils payent à des prix qui sont l'esclavage, qui constituent l'esclavage moderne. Donc il y a une hypocrisie viscérale et violente dedans, tout en étant des marques qui refusent, quand les Noirs commencent à prendre le véritable contrôle de leur économie et à prôner un véritable pouvoir noir dont parlait Stokely Carmichael dans son ouvrage Black Power justement. Par exemple, les mouvements black nationalistes sont haïs par ces marques-là. Parce que les mouvements nationalistes noirs veulent la vraie autodétermination. Donc tout ça pour dire que le capitalisme connaît très bien la couleur de peau, mais il sait en jouer. Et c'est là où les capitalistes sont des génies. Et l'ultime forme du capitalisme qui est le néolibéralisme à la fois économique et sociétal. Économique dans la prédation à travers l'exploitation des petits travailleurs de diverses couleurs, des populations à la peau sombre et pas seulement. Et en même temps, la diffusion d'une vertu néolibérale où on défend les opprimés, soi-disant, on défend les causes des minorités, je déteste ce terme, on est la majorité à l'échelle de l'humanité. La minorité, c'est pour nous faire croire que c'est toujours eux les patrons. Ça aussi, on peut développer cette réflexion. Donc, il y a un double standard, il y a une connivence de surface et une exploitation de fond. Et ce qui compte, ce n'est pas la surface, ce n'est pas la carrosserie, c'est le moteur. Et donc, quand on dit que le capitalisme est la racine de l'esclavage, c'est une réalité. Je comprends les gens qui disent purée, enfin, on parle de nous, tu vois ce que je veux dire? Quand ils voient ça à la télé, quand ils voient des trucs sur Netflix, etc., ils disent enfin, on parle des bavures policières et on en parle comment des Noirs. Comment est-ce qu'on reste lucide? Ce que je veux dire, c'est... il y avait quelqu'un qui disait pour empêcher les peuples de raisonner, il faut leur imposer des sentiments. Forcément... Mais toi-même, tu viens de finir l'émission, là, on part. Parce que là, ce que tu as dit, là, c'est que tu as tout résumé. Pour les empêcher de raisonner, on impose la dictature de l'émotion.
Et l'émotion est une diversion. Tu m'as parlé de Netflix, qui est l'un des plus grands outils aujourd'hui au XXIe siècle de l'ingénierie sociale pour détruire les peuples. Et je vais aller plus loin pour détruire notre peuple. Le message qui est diffusé dans Netflix, mon frère, c'est pas fait pour exalter l'autodétermination de notre population. C'est fait déjà pour diviser l'homme et la femme. Il faut bien analyser ce qui est fait. C'est fait pour pousser l'homme noir à aller dans une direction éloignée de sa propre ontologie, profondément. Et c'est fait pour pousser la femme noire à penser qu'elle n'a pas besoin de l'homme noir. Il faut bien analyser les films. Cette dictature de l'émotion, en s'appuyant sur des douleurs réelles qui existent, c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir profondément. Et ça, c'est le néolibéralisme sociétal. On a parlé tout à l'heure du néolibéralisme économique, à travers l'exploitation de masse des petits travailleurs, en Asie du Sud-Est, en Afrique ou ailleurs. Il serait intéressant que l'on parle maintenant du néolibéralisme sociétal, qui est une sorte d'impérialisme de la vertu, où ils prétendent défendre les bonnes causes, mais c'est jamais nous qui racontons l'histoire. Ou quand nous racontons l'histoire, on doit rendre des comptes à ceux qui financent l'histoire que nous racontons. Et donc, nous ne contrôlons pas notre propre narratif. C'est important de réfléchir sur ça. Et si on ne contrôle pas notre propre narratif, c'est comme les gens, aujourd'hui, au pays, je ne sais pas si tu vois un petit peu, et moi, tu vois, je suis objectif, je suis très proche du Hezbollah, mais ça n'empêchera pas de dire la vérité par rapport au comportement que beaucoup de Libanais, qui sont très différents du Hezbollah d'ailleurs, ont dans beaucoup de pays d'Afrique. Aujourd'hui, les restaurants libanais, ils ont le monopole, je ne vais pas dire le monopole économique, mais ils ont un très grand pouvoir économique dans nos pays. D'accord ? Ça n'empêche pas qu'ils peuvent faire de la bonne nourriture, là n'est pas la question. Mais il y a des comportements qui sont toxiques d'une grande partie de cette communauté vis-à-vis du reste des néo-africains. Mais dans leurs boutiques, aujourd'hui, c'est les Noirs qui sont en vitrine. Mais celui qui prend l'argent, c'est pas le Noir. Les Noirs prennent les miettes. Comme à l'époque de la plantation. La plantation, c'est les Noirs qui sont là. Mais celui qui récolte les fruits de la plantation, parce qu'il dispose des moyens de production, c'est l'oligarque blanc. Comment est-ce qu'on germe cette graine, ça, dans la tête des gens que tu veux défendre? Je te dis ça parce que, par exemple, en Belgique, il y a un quartier qui s'appelle Port de Namur. C'est un arrêt de métro. Je connais très bien. Et il n'y a pas de Noirs qui contrôlent, très peu de Noirs qui contrôlent les boutiques. Exactement. Et c'est frappant. Pourtant, c'est des Noirs qui travaillent, des Noirs qui consomment, etc. T'es allé jusqu'à Port de Namur, mais on peut aller à Château d'Eau, c'est à côté. En plus, c'est un lieu historique. À Bruxelles, il y a un lien à la fois colonial, historique avec le Congo, etc. Et que moi, je me posais la question. Je me disais, qu'est-ce qui fait que les mecs, ils se disent pas, bon, en vrai, même s'ils sont 10, il y a notre pote, notre boug, il ouvre ça, on soutient lui, tu vois ce que je veux dire? La vraie question, c'est, et là on rentre dans des questions internes, ça peut être gênant d'en parler avec toi, mais la vraie question, c'est quand un frère ouvre, est-ce que ses frères veulent qu'il réussisse? Ça, c'est une vraie question interne à notre communauté. Il faut qu'on soit capable de dire. J'ai un des frères dans mon média Afrique Résurrection. Il y a une émission qui s'appelle Ubuntu Business. On lui rappelle souvent que la réussite économique de notre communauté dépend de l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est une réalité. Et quand l'un des nôtres brille, les premiers qui vont attaquer l'un des nôtres, ça va être ses semblables. Tu sais, je vais aller même plus loin. Tout le monde sait, je suis fiché à la section antiterroriste aujourd'hui encore. Psartec. C'est mon ballon d'or. Tout le monde sait que je suis surveillé par la DGSE et tous les services de renseignement. Je suis surveillé par les services de renseignement extérieurs français, partout où je vais. Je suis surveillé, on a été cité par la CIA comme... pas par la CIA, par le secrétariat d'État américain, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères américain, moi et ma sœur Nathalie Yamb, comme étant les figures du sentiment anti-occidental en Afrique aujourd'hui, les figures principales. On a été ciblés par eux. Et je subis une répression, une surveillance qui dépasse l'entendement. Moi, je suis né pour ça. Mais ceux qui m'attaquent le plus, ceux qui sont les plus jaloux, ceux qui font preuve de la plus grande bêtise, qui sont dans des calomnies, qui ne m'empêchent pas d'être aujourd'hui suivi par des millions de gens sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui est le réseau le plus populaire en Afrique. Et ceux qui sont les plus jaloux, ce sont des Noirs, frère. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Les plus grandes altercations que j'ai eues dans ma vie,
J'ai fait du placard 2 fois en Occident, j'ai fait du mandat de dépôt 2 fois en Afrique. C'était pire en Afrique qu'en Occident, évidemment. Même si en Occident, c'était plus long. Mais ceux qui m'ont fait le plus de mal, entre guillemets du mal, parce que je suis dur à cuire, mais ce sont des Noirs. Les plus grandes calomnies, ce sont des Noirs. Je suis surveillé par tous ces services de renseignement. Tu vas avoir des tartés, rageux, jaloux, qui ne comprennent pas pourquoi j'ai cette influence aujourd'hui dans le monde noir francophone, qui vont dire « Ouais, mais lui, c'est un Illuminati ou c'est un franc-maçon. Comment t'expliques qu'il soit autant suivi, qu'il passe dans les médias? Pourquoi on l'a pas tué ?» S'il dérange, pourquoi là? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, la règle, c'est si tu déranges, il faut qu'on te tue. C'est-à-dire qu'il y a des Noirs, ils ont inséré dans leur esprit, il faut que tu meurs vite. Et c'est là, après, on va te célébrer. Donc je reviens maintenant, j'avais envie de dire ça, parce que ça me fait rire, en fait. Et je reviens maintenant par rapport à la réalité entrepreneuriale. Un Noir va ouvrir, il va réussir à réunir les fonds pour ouvrir une belle boutique. Ceux qui vont les premiers essayer de saboter son truc, ça va être des Noirs qui vont dire « Mais pourquoi lui réussit, pas moi ?» Donc on a aussi ce principe, pas tous, c'est en train de changer avec la nouvelle génération, mais il y a ce principe d'autodestruction qui est très présent chez nous. Des égos hypertrophiés créent malheureusement une destruction collective. Donc c'est pas les autres qui sont forts, c'est nous qui sommes désunis. Et ce travail-là, notamment de la logique de la panafricanité fondamentale, c'est rappeler que nous ne voulions ou pas, on peut être des doigts différents, mais nous sommes une seule main. Et quand nous nous serrons, nous sommes proches les uns des autres, nous devenons un point. C'est cette réalité. Merci beaucoup. Une dernière question. Ton livre, il sort quand? Et c'est quoi le message de ton nouveau livre? Ce livre, donc Philosophie de la panafricanité fondamentale, qui est le livre que j'ai mis le plus de temps, j'ai connu beaucoup d'épreuves en écrivant. Beaucoup d'épreuves. Les gens ne peuvent pas imaginer, mais comme je suis un soldat, je ne m'épanche jamais sur ces situations. C'est un livre de philosophie pure sur le panafricanisme, sur la conscience africaine, la conscience noire de manière générale, parce que ça parle aussi bien des aborigènes d'Australie, que des Dravidiens en Inde, que des Semangs en Asie, que des Africains, que des Afro-Américains, que des Afro-descendants en Amérique du Sud ou en Occident. Ça parle de la tradition et de l'autre monde qu'est le modernisme. Ça parle du progrès et des limites de cette idéologie qui nous est présentée comme l'avancement ultime de l'humanité. Ça parle du piège du matérialisme, de la nécessité de la compréhension de l'immatériel. Ça parle de la nécessité pour les peuples traditionnels de s'unir et de résister à l'hydre néolibéral, qui est la matrice quelque part de ce modernisme. Merci beaucoup Kémy Séba. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense que tout a été dit dans cette interview et je te remercie infiniment. Je pense que ça aussi, c'est un message pour tous les médias communautaires, qu'ils soient hip-hop, qu'ils soient politiques, qu'ils soient ethniques ou autres. Il faut toujours approfondir les sujets, il faut faire un vrai travail de fond. Et je te remercie d'avoir fait un travail rigoureux, journalistique. Dans le cadre de cette interview, ça nous a permis d'exposer, de propager une réflexion qui nécessite de l'être. Merci infiniment.